Bonjour, je suis Samuel Chapelle, directeur et fondateur du festival Lacemo. Bienvenue dans ce podcast Lacemo 20 ans d'histoire, 20 ans d'émotion, où on vous raconte les coulisses et l'histoire de Lacemo. Bonjour Samuel, j'espère que tu vas bien. Super. Premier épisode, les tout débuts, l'ADN, tout ce qui remonte avant même Lacemo, et c'est ce que tu vas nous partager aujourd'hui. C'est vrai que Lacemo est un projet très riche, mais qui a aussi des racines et une histoire avant même que commence le festival. Il y a eu quelques événements fondateurs qui sont passés principalement dans le cadre scout. On était en 2003, je pense que je devais avoir 18-19 ans. J'étais animateur scout et on avait un groupe d'une vingtaine de jeunes. C'était des ados, on avait envie de proposer un thème comme chaque année à notre camp, puisque chaque année on a un camp d'une dizaine de jours. Et dans le cadre de ce camp, on a choisi un thème avec les jeunes simplement, et ce thème était Flower Power. C'était une époque qu'on trouvait assez à la fois fun et à la fois inspirante, parce que c'était aussi une époque où la jeunesse voulait prendre un rôle important dans la société. C'était une époque de rêve, une époque d'utopie, une époque où on a rebattu toute une série de cartes de la vie sociale. On a réfléchi comment faire vivre à ces jeunes un chouette camp, et notamment un moment phare ou un moment central dans le cadre de ce camp. À ce moment-là, si je te comprends bien, il n'y a pas d'enjeu. C'était vraiment animer le camp et faire une activité dans le cadre des scouts qui est une habitude, qui est un événement unique annuel. Tout à fait. L'enjeu était vraiment d'émerveiller les jeunes et de leur faire vivre des moments forts pour eux aussi, ce qui était un enjeu très important pour nous à l'époque. Mais on était tous bénévoles comme animateurs et on a voulu réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et on s'est rendu compte que pendant les camps, souvent il y a des camps dans toute une série de régions en Wallonie, avec des gens qui viennent d'un peu partout, mais qui ne se rencontrent pas. Chacun reste un petit peu dans son camp, sur sa prairie. Un phénomène de silo. Voilà, exactement. Et on s'est dit ça pourrait être intéressant d'inviter des gens qu'on ne connaît pas et qui sont dans un camp à côté de nous, et de passer ensemble un moment autour de ce thème qui était Flower Power, autour d'un concert, puisque Flower Power nous a tout de suite inspiré la musique, les festivals, Woodstock évidemment, fin des années 60, début des années 70. Et donc ce projet, on l'a appelé Wood Scout, en lien entre Woodstock forcément et le scoutisme. On a un peu réfléchi à cette idée-là. Il y a un gars du staff qui a dit « Ah ben moi j'ai des potes qui sont dans un groupe qui s'appelait Acid Rain », qui étaient des gars qui étaient à l'école avec lui, on était encore en secondaire. Et on a invité ce groupe. On a construit avec en bois une petite scène. Ils sont venus jouer un concert avec la troupe scout d'à côté, avec nos scouts. On a proposé un petit repas aussi. Et l'objectif que ces jeunes issus d'un petit peu partout se rencontrent a été réussi. On a passé un chouette moment qui était un moment marquant dans le cadre du camp. Il y avait combien de personnes pour la première représentation de la toute première scène? On devait être une centaine de personnes à peu près devant la scène, avec un groupe amateur, et voilà, tout était bénévole, enthousiaste. Et la scène fait de briques et de broles? La scène fait de briques et de broles. On avait récupéré des vieilles planches, on avait récupéré des perches en bois avec des brelages, des cordes, etc. Donc c'était un peu dans la tradition scout. Voilà, mais bien cadré à la scout, quoi. Voilà, quand même, il y a un côté professionnel chez les scouts quand ils font du brique et du brol, comme on dit. C'est en tout cas dans une logique un peu bout de ficelle, mais d'apprentissage, à construire des choses très artisanales. Et c'était tout à fait la démarche de ce moment-là, oui. Quels étaient les premiers retours de ces 100 personnes, de ces 100 jeunes? On a vécu un moment qui était très fort, qui était très différent de ce qui se vivait habituellement dans les camps scouts. Il y a eu des chouettes rencontres, des chouettes émotions, parce qu'on s'est rendu compte là aussi du pouvoir de la musique, du pouvoir de ce genre de moment qui a marqué. Et nos scouts nous ont demandé de le refaire en disant ce serait quand même cool de poursuivre ça, c'était vraiment chouette. Donc ça, c'est la première graine qui est semée. On commence par un événement, le succès, les bons retours, et puis presque une invitation à le refaire. C'est comme ça qu'on doit comprendre les choses. Tout à fait. Et du coup, on s'est dit, on y va, on se relance. L'année suivante, on a relancé le projet dans un autre endroit, puisqu'on changeait d'endroit de camp chaque année. On a réinvité quelques troupes autour de nous. On est passé d'une centaine la première année à peu près 400 personnes. Et on s'est dit, en plus des concerts, on va essayer de rajouter l'une ou l'autre activité sympa. De quel type? Des activités sportives dans un premier temps, des jeux qu'on apprécie chez les scouts pour vraiment créer cette rencontre et cette énergie positive. On a aussi proposé, parce qu'on a commencé à avoir des gens qui venaient d'un petit peu plus loin, à ceux qui voulaient rester dormir sur notre camp. Donc la création d'un camp alors. Voilà, c'est ça. Nous, on avait déjà notre camp pour nos scouts, mais on a aussi accueilli déjà 100-200 personnes qui restaient dormir sur place, en plus. Alors Samuel, on change de niveau là. On est dans l'organisation d'un événement avec en plus la gestion de savoir loger, d'avoir un camp. C'est du camping, j'imagine? C'est du camping et ça amène effectivement des éléments logistiques supplémentaires parce que là, on avait bricolé la scène la première année. C'était quand même un petit peu dangereux. Donc on s'est dit on va plutôt en louer une. Donc ça devenait des
plus gros éléments logistiques. Un budget. Un budget, donc on demandait une petite participation à tout le monde. Bien sûr, nous, on restait bénévoles, mais il y avait quand même cette ampleur qui est arrivée. Et puis, les années suivantes, le projet a continué à grandir gentiment. On est passé de 400 à 800, à 1000 personnes, et on a continué à proposer de nouvelles activités, avec notamment aussi des activités qui nous semblaient super importantes et super en lien avec les valeurs scouts, qui sont notamment des activités de sensibilisation, avec des associations et d'autres projets de ce type-là. Mais au niveau de la scène, est-ce qu'on est resté dans de la musique? Parce que tu dis, il y a beaucoup d'activités qui sont ajoutées, comme le sport, des activités éducatives sur la conscience et l'éthique, si je comprends bien. Mais est-ce qu'il y avait une scène qui s'est agrandie aussi en tant que musique? Parce que la musique avait un poids assez conséquent. On est effectivement resté sur des artistes musicaux. C'est vrai qu'au départ, c'était des artistes uniquement amateurs, des amis. Et puis petit à petit, c'était des artistes qui étaient toujours amateurs ou semi-professionnels, mais on a commencé à trouver correct de les défrayer ou de leur proposer une petite rémunération. À partir de quand ça se passe? Parce que c'est déjà la 3e édition, si je comprends bien. C'est ça, vers la commence. 3e édition, on a commencé à rémunérer des artistes et on trouvait qu'on avait aussi un rôle à ce niveau-là. Évidemment, c'était des artistes belges et des artistes locaux, mais défendre cette scène nous semblait aussi importante. Faire découvrir aux jeunes des musiques qu'ils ne connaissent pas, des artistes, compositeurs, etc. de la région, ça nous semblait aussi une démarche super importante. Donc après 3 ans, on passe encore une fois une échelle. Donc on est passé de la scène à l'organisation d'un camp. Et puis maintenant, on passe à une scène avec un podium où finalement, il y a un panel d'artistes et une autre logistique, une autre organisation et aussi, j'imagine, des autres coûts. Tout à fait. Les coûts un peu augmentés, ça a été de pair avec à la fois un public un petit peu plus nombreux. Ils payaient quelques euros pour leurs revenus. On a eu aussi quelques soutiens des pouvoirs publics. Ah, ça c'est via important. l'un ou l'autre subside, oui. C'est vrai que le projet a grandi et on a commencé à avoir des retours très chouettes. Par exemple, des gens qui nous disaient « Ah ben nous, on choisit notre endroit de camp en fonction de où vous allez être pour être sûr d'être proche de Oudscout et de pouvoir y participer l'année suivante. » À l'inverse, des gens nous disaient « Nous, on a envie de participer à Oudscout, mais on est trop loin. Et donc, on ne sait pas vous rejoindre. Comment est-ce qu'on pourrait faire ?» Et donc, on a commencé à mettre en place des navettes. On avait une dizaine de bus qui allait chercher les gens à certains points dans les villes et villages alentours, ce qui nous a permis d'accueillir un public de plus en plus nombreux et on a été jusqu'à peu près 1500 adolescents sur notre camp dans le cadre de Oudscout. Ça, c'est une échelle complètement différente encore. Donc l'étape suivante, c'était l'organisation des transports, même de troupes scouts qui étaient beaucoup plus éloignées. Combien de temps après combien d'éditions? Je crois que c'était à partir de la 3-4e édition. Aussi. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on a commencé vraiment à avoir beaucoup de retours, beaucoup d'attentes de la part des participants et autres. On a commencé aussi à envoyer des courriers de présentation du projet à ceux qui étaient dans les camps tout près de nous. Il n'y avait pas encore vraiment les réseaux sociaux à l'époque. On les appelait pour leur expliquer le projet. Certains venaient d'année en année et nous contactaient, d'autres c'est nous qui les contactions. Et cette rencontre a pris de plus en plus de place. Et puis dans un second temps, on a aussi eu, et ça c'était à partir de la 4-5e édition aussi, les plus jeunes, c'est-à-dire les enfants, 8 à 12 ans. Et c'est important de le signaler parce que quelque part, on le verra plus tard, ça va faire aussi partie de l'ADN de la CEMO, ce multigénérationnel. C'est sûr, tout a un lien, tout est dans tout. On a effectivement été contactés par des animateurs d'enfants de 8 à 12 ans qui disaient est-ce que nous, on ne pourrait pas participer ? Et on trouvait que le projet n'était pas tout à fait adapté pour avoir ces différentes tranches d'âge en même temps, mais que les plus jeunes avaient droit eux aussi à avoir ce moment de rencontre. Et donc on a organisé la veille ou le lendemain une autre journée qui s'appelait le Petit Oudscout. Et c'était une journée qui était destinée aux enfants. Et ça, c'est depuis quelle édition aussi? La 3e ou la 4e? C'est ça, vers la 3-4e édition. Et là, c'est aussi un seuil franchi. Parce que je parle de seuil parce que chacun a une importance. Ici, on parle encore d'une structure qui non plus sur un jour, mais sur plusieurs jours. Là, l'auditeur et l'auditrice comprennent que les échelons se sont vite gravis en finalement à peine 4 ans. Oui, et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'au départ, donc nous, les premières éditions qu'on a organisées, je pense les 4 premières, c'était pendant notre camp. On avait pendant une quinzaine de jours les scouts qui étaient sur le camp. Et puis nous, en tant que staff, on préparait aussi un peu le soir et la journée du lendemain, mais aussi ce projet-là. Et puis généralement, pendant 3 jours, les scouts partent en promenade, ce qu'on appelle le hike. Et pendant ces 3 jours, nous, on en profitait pour monter tous les éléments, parce qu'il y avait moins de monde sur le camp, monter tous les éléments liés à Oudscout pour que quand les scouts reviennent, tout soit prêt. Et ce qu'on oublie, c'est qu'après, il faut aussi démonter. Tout à fait. C'était gérable encore dans les camps scouts, ça? Mais ça l'était, et puis ça l'est devenu de moins en moins, c'est clair. Et du coup, au moment où moi j'ai arrêté l'animation scout, le staff m'a demandé si je pouvais continuer à prendre en charge ce projet qui était Oudscout pour qu'eux puissent se concentrer sur leur camp. Et là aussi, tu parlais de jalons, c'en est un forcément, puisque à la base c'était vraiment le staff qui organisait Oudscout en plus de son camp. On a créé une équipe extérieure avec notamment plusieurs personnes qui étaient membres du groupe Acid Rain qui étaient venus la première année, qui ont continué à s'investir dans le projet, et d'autres personnes. On a créé une équipe à côté dont le job, toujours bénévole,
était de gérer cet événement Oudscout. Et puis on était accueillis sur le camp pendant ces 2 jours d'événement, plus le temps du montage et de démontage. Et ça a duré aussi pendant encore 2 ans. Alors Samuel, si on résume ce premier épisode, on peut conclure ça comment ? On peut conclure que la CEMO plonge ses racines très loin et dans un projet dont on ignorait totalement les conséquences positives après. On a juste cette envie, cette passion qui était déjà là, cette envie de proposer des émotions, de partager des moments positifs avec des gens. C'est vrai qu'on retrouve énormément de ces éléments plus tard dans la CEMO et je serais ravi de vous en parler plus dans le prochain épisode. Alors dans le prochain épisode, on ajoutera, puisque la CEMO 2026 aura eu lieu entre-temps, des témoignages du public, des participants qu'on va aller recueillir sur place, qui agrémenteront aussi cette histoire. Un petit message de fin peut-être ? J'espère que vous allez nous suivre. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes, à liker, à partager ce chouette contenu. Évidemment, merci à The Podcast Factory.org qui nous permet de créer ce beau podcast pour raconter notre histoire.